L'indicatif que vous venez d'entendre est celui de l'exposition nationale suisse de 1939 organisée à Zurich. Plus connue sous son nom alémanique de Lundi, cette exposition a remporté un franc succès et a marqué ses participants et ses visiteurs. Elle s'ouvre dans une atmosphère internationale tendue. Fermée quelque temps après l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale et la mobilisation générale, elle réouvre ensuite ses portes et à sa clôture en octobre 1939 aura accueilli plus de 10 millions de visiteurs. Si ce succès s'explique par le besoin de cohésion de la population suisse, d'autres aspects entrent en compte. Et la communication, la propagande, comme on l'appelle à l'époque sans nuance péjorative, joue un rôle important. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives intitulé « Exposition nationale suisse, Lundi 1939, un voyage sonore ». C'est le premier épisode d'une série qui sera consacrée aux expositions nationales suisses. Dans cet épisode, nous allons entrer dans les coulisses de la fabrication d'un événement en suivant en direct du passé les reportages de Radio Lausanne et Radio Genève, les deux studios qui composent la radio suisse romande de l'époque. Commençons l'immersion dans cette Landesausstellung 1939, dont le diminutif, Lundi, devient rapidement le nom utilisé par tous pour parler de cette exposition nationale. La Lundi, une exposition de première importance pour la Suisse, se prépare bien en amont de son ouverture. Monsieur Schlatter, chef par intérim de la section romande du service de presse, explique le plan média de l'Expo 1939 à Zurich au micro du journaliste Marcel Suez. Depuis quand est-ce que votre section de presse a envoyé des communications aux différents journaux suisses? Eh bien, les communiqués du service de presse ont été envoyés depuis fort longtemps. Ils ont commencé à être diffusés au mois de septembre en 1937. Oh, il y a donc une organisation du service de presse près de 2 ans avant l'ouverture de l'exposition. C'était absolument nécessaire pour une entreprise de ce genre. Il fallait des communiqués très nombreux, il fallait les sérier, il fallait développer l'idée dans l'esprit du public. Et cela demandait naturellement une mise au point très longue dont nous avons été chargés dès la 2e année avant l'exposition. C'est ça. Bon. Pour la radio suisse romande, il s'agit d'être présente sur le chantier à Zurich dès la construction. Et bien sûr, l'on décrit le cadre idyllique, ici par l'intermédiaire du vice-président de la commission de l'exposition, M. Porchet. Le lac, admirable en cette journée ensoleillée, qui servira de lien entre les deux parties de l'exposition, s'étend à notre droite. Des ombrages superbes abriteront les halles. Des villas fleuries sont devant nous qui formeront un cadre somptueux à tout cet ensemble. Au milieu de cette beauté, on travaille. On fouille le sol. Les charpentes sortent de terre. À mesure que l'on s'approche de la date d'ouverture de la Lundi de Zurich, la communication de celle-ci est relayée directement à la radio. Comme lorsque le reporter de Radio Lausanne, Jean-Louis Clerc, découvre l'affiche officielle et ses 4 hôtesses. 4 femmes en costume qui symbolisent les 4 langues, la romanche est la plus grande. Au centre, la Suisse allemande, de ses bras protecteurs, tient la petite Suisse italienne aux yeux noirs et la romande. Celle-ci me fait un gentil signe avec son mouchoir. C'est charmant. Ah, si elle pouvait parler. Il faut que je me pince, je suis l'objet d'une illusion. Mais pas du tout. Ma parole, elle s'anime comme des dessins de Disney, c'est un miracle. Mais non, pas du tout. Mais pourtant,
n'est pas un miracle plus incroyable que d'autres. N'était-ce point aussi un miracle que dans les temps troublés où nous sommes, la Suisse ait pris l'initiative d'une exposition nationale? Oui, mais naturellement. Que l'on ait trouvé des fonds pour l'entreprendre et qu'ici à Zurich, j'accueillerai l'an prochain mes sœurs romances, italiennes et romanches, comme le symbolise cette affiche. Et tous ceux-là sur qui je veille collaborent à l'œuvre que nous servons. L'exposition nationale! Mais au fond, à quoi bon une exposition nationale? Et pourquoi maintenant, alors que la situation en Europe est tendue et que la guerre se prépare? C'est ce que demande le même reporter à son directeur, Armin Meili. Certains esprits critiques jugent qu'à l'époque actuelle, vu les circonstances, une exposition nationale n'est pas une œuvre directement utile. Bien au contraire. Il est certes infiniment tragique que l'exposition nationale coïncide avec des événements politiques extérieurs aussi graves, mais il est très heureux précisément que, en un tel moment, nous disposions d'un tel instrument pour nous affirmer envers l'étranger comme envers nous-mêmes. Nous, Suisses, ne pouvons actuellement compter que sur nous seuls. Nous ne pouvons plus espérer être soutenus ou protégés. Ce que nous devons, ce que nous voulons obtenir, c'est le respect de l'étranger. Notre devoir est de prouver que notre État, que notre système démocratique est fort. Enfin, le grand jour arrive. Le 6 mai, c'est l'ouverture de l'exposition nationale. C'est un événement vécu comme une chose considérable pour la Suisse. Pour preuve, la radio suisse romande elle-même enregistre 150 phases de 78 tours rien que pour la journée d'inauguration, ce qui représente 9 heures d'émission, une somme considérable pour l'époque et 23 kilos de disques. Ici, les reportages enregistrés des 2 journées d'inauguration de la 5e exposition nationale suisse à Zurich, les samedis 6 et dimanche 7 mai. Mes chers auditeurs, Fernand-Louis Blanc et votre serviteur vous ont donné soit directement, soit par enregistrement, hier et aujourd'hui, les différentes phases des manifestations solennelles qui ont marqué l'inauguration de notre exposition nationale. Nous allons essayer, en reprenant parmi les 150 faces de disques que nous avons enregistrés, de vous donner une impression générale de ces 2 journées. Replongeons-nous donc dans cette ambiance au fil de ces extraits de reportages en immersion. Vous voyez que la population de Zurich se fête à ses édiles. Nous sommes placés astucieusement, d'ailleurs je dois le dire, en plein dans le comité de réception et d'accueil, tous les adjoints de monsieur le directeur Meili, qui attendent de pouvoir recevoir le Conseil fédéral et lui ouvrir et lui remettre en même temps leur œuvre, le fruit de leur magnifique travail au cours de ces dernières années et très singulièrement au cours de ces derniers mois, car il y a eu un effort considérable fourni pour que, enfin, une exposition soit ouverte, étant prête. La chose vaut d'être mentionnée, car il est rare, très très rare, que l'on ne vienne pas essuyer des plâtras lorsqu'on inaugure une exposition. Eh bien, ce ne sera pas le cas à Zurich. On est prêt, fin prêt, archi prêt. C'est le mouvement psychologique. Monsieur le conseiller fédéral Ether vient de s'emparer des grands ciseaux. Il donne le coup fatidique à la sonnerie. Nous reculons en bon ordre avant de l'être pris dans leur remous. Les visiteurs qui vont pénétrer maintenant pour la première fois dans l'enceinte de l'exposition. C'était très émotionnant. Le fort bien réussi. président de la Confédération a eu un discours superbe avec un très grand succès. C'était très émouvant. Oui, et c'est là qu'on peut voir les bienfaits de la radio, de pouvoir retransmettre sur le vif, on peut dire, la qualité d'un discours comme celui-là, dans toute l'émotion, c'est bien dégagé dans cette circonstance. Absolument. Je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur. Je vous en prie. Monsieur le conseiller d'État Corbeau, bonjour. On vous salue au microphone de Radio Lausanne. Enchanté de bonjour à toute la Suisse romande. Différentes dispositions sont prises pour organiser un cortège des bannières fédérales, des bannières cantonales, qui, ainsi qu'on vous l'a décrit au cortège, sont portées par des sous-officiers. Maintenant, on passe et repasse, comme il l'a fait pendant toute la période, pendant tout le moment de la manifestation,
la fameuse escadrille qui avait été formée pour la circonstance et qui, composée de 5 groupes différents, présentait tout d'abord 4 avions en croix portant les couleurs fédérales, suivis de 5 groupements de 3 avions déployant le long de leurs ailes les couleurs cantonales, à raison de 2 cantons par avion. Le cortège d'inauguration comprend de nombreuses délégations, y compris des représentants des ouvriers qui ont construit le site de l'exposition. Les architectes, nous sommes justement en train d'en parler. Alors, les délégations ouvrières saluent la Suisse romande. Voici traduit le vœu de ce monsieur qui vient de passer. Merci, monsieur. C'est ça. Encore un petit effort, c'est tout. Je crois que maintenant tout le flot a défilé. Déjà. Le jeudi, ainsi que vous l'avez appris, 400 journalistes sont venus à Zurich de tous les coins de la Suisse pour assister, pour se faire présenter en somme l'exposition. 400 journalistes, cela représente beaucoup d'articles, et des grands et des beaux, et nous pouvons être certains, là, parce que nous avons vu qu'ils ont tous été élogieux. Élogieux non pas parce que c'est l'habitude que l'on félicite, que l'on complimente, mais parce que, incontestablement, tous, tant que nous étions, avons été séduits par l'extraordinaire labeur qui a été fait à Zurich. Si nous avons de ci, de là, pu faire quelques réserves, il faut bien que l'esprit critique se donne de temps en temps un libre essor. Si nous avons pu faire quelques réserves quant à des conceptions, quant au goût, etc., tout cela ne saurait amener ne serait-ce qu'une ombre sur l'impression lumineuse qu'a été pour nous la visite de l'exposition. D'autre part, monsieur le conseiller fédéral Ether, vous l'avez remarqué, a non seulement félicité les organisateurs pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait, mais admirant et saluant tour à tour notre bannière fédérale et les magnifiques représentants de l'armée, j'ai nommé les dragons, il a su dire les paroles viriles qui s'imposaient, puisque l'exposition s'ouvre, comme vous le savez, dans une atmosphère quelque peu menaçante. Après cette première journée d'inauguration commentée par Fernand-Louis Blanc, c'est au tour de Marcel Suez de réaliser un reportage le lendemain par un temps plus maussade et dans une atmosphère plus recueillie. Il ne s'agit plus d'un cortège, mais d'une cérémonie. Nous voici au bord du lac de Zurich, le dimanche 7 mai 1939, à côté du téléphérique exceptionnel construit pour relier les 2 rives de l'exposition. Une foule immense, répartie le long des quais et grimpant le long de la Bahnhofstrasse, entoure l'esplanade sur laquelle nous nous trouvons et où va se dérouler cette première cérémonie du dimanche. Autant il faisait beau hier, autant le soleil entourait la première journée, autant un temps gris, mais qui correspond magnifiquement à la nature des rives qui nous entourent, recouvre aujourd'hui Zurich. Nous sommes nous-mêmes sur le toit de notre camion d'enregistrement à côté de celui de Suisse alémanique, tandis que les autres stations qui retransmettent la cérémonie ont posé leur matériel tout autour de l'esplanade. Et maintenant, nous détournons de cette mer de tête, nous regardons du côté du lac, nous trouvons le téléphérique juste à mi-course entre les 2 hautes tours qui font passer les visiteurs de l'exposition de la rive gauche à la rive droite. Le téléphérique, une jolie petite boîte rouge suspendue aux 2 fils, s'en va très rapidement d'une rive à l'autre, tandis que, à gauche comme à droite, à travers la verdure et le long de la colline, les mâts, les drapeaux, les bâtiments, les uns blancs, les autres roses, les autres rouges, se dessinent et invitent ceux qui sont où nous nous trouvons placés à gagner sans délai l'une ou l'autre des entrées principales. Du téléphérique et des mâts des drapeaux, revenons au niveau du sol. En ce 2e jour d'inauguration, la musique chorale est à l'honneur. Écoutons 2 chœurs, le chœur d'enfants de la radio suisse italienne, puis les solistes du Männerchor de Zurich.
Est-ce que vous voulez bien nous exécuter un ou deux chœurs? Bene. Mais avec plaisir. Qu'est-ce que ce sera? Noi siamo ticinesi. Bon, nous vous écoutons. Noi siamo ticinesi, abbiamo felicità, il mite ciel d'Italia, l'erba libertà. Non chiedono i regnanti, il grande ai nostri campi. Noi siamo ticinesi, abbiamo felicità. Noi siamo ticinesi, abbiamo felicità. Parmi les nombreux participants à la cérémonie, l'on trouve aussi des autorités politiques, comme cet élu vaudois interviewé par Marcel Suez. Je me suis permis de demander à une voix autorisée du canton de Vaud, car je tenais beaucoup à ce qu'un représentant des autorités de tous nos cantons romans veuille bien nous dire quelques mots, de venir devant notre microphone. Aimablement, monsieur le conseiller d'État Bosset a bien voulu et je lui, Perret, excusez-moi, je lui cède le microphone. Ben voilà, mes chers auditeurs, je viens d'accompagner à travers la Suisse l'estafette vaudoise. C'était comme une promenade à travers le magnifique verger qui va du lac Léman au lac de Zurich. Il manquait du soleil, mais à part ça, tout y était, en tout cas toutes les fleurs, il n'en manquait pas une. Nous venons d'arriver à Zurich, on me demande quelle est mon impression d'exposition. Je n'en ai aucune quelconque parce que je suis fatigué, je n'ai encore rien vu. Je suis dans la halle des fêtes qui est très belle, évidemment, et où l'on se fait agrafer comme partout par ces messieurs de la radio. Tout terminé. Merci infiniment, monsieur le conseiller d'État. Comme l'a indiqué le conseiller d'État vaudois Perret, qui a voyagé pour relier le canton de Vaud à Zurich, une estafette a été organisée dans chacun des cantons pour rejoindre le site de l'Alandi. Ces estafettes, composées d'athlètes et de personnalités, se sont passées le relais tout au long du parcours. C'est ce qu'explique le délégué neuchâtelois Francis Dumont, major à l'armée et champion motocycliste. L'estafette neuchâteloise a été organisée par les soins de messieurs Bertrand Grandjean, Huguenin, Guélé, Amann, Cloutigre et moi-même. Partant ce matin du château de Neuchâtel, où le témoin lui a été remis par le chancelier cantonal neuchâtelois, le marcheur portant le document est descendu à travers la ville et a passé son document à différents athlètes qui successivement se sont rendus jusqu'au Vauseillon. Depuis le Vauseillon, 2 cyclistes ont porté le document jusqu'à Valangin, d'où le champion motocycliste Georges Cordet l'a transporté jusqu'à l'entrée de Coquefond. Arrivés à Zurich, les estafettes viennent déposer tour à tour leurs bâtons témoins avec leur message sous le drapeau national. Der Landamme werden die Christen von Wolfen schiessen. Der Landschreiber Karl Migi Luisi von Stanz. Nous sommes en train de refaire ensemble toute l'histoire de la Suisse. C'est infiniment émouvant. Dans sa grande simplicité, cette halle immense, 5000 personnes, recueillies autour de cette pensée. Et voici les trompettes d'or. L'autre demi-canton, après Stanz, Sarnen, autre capitale, celle de Lobwald. Et ainsi nous serons Unterwald en entier. Liebe Mitzeitgenossen, die Regierung und Landsleute von Obwalden schicke ich an den Veranstalter von der Schweizerischen Landesausstellung und
Allen Trier, liebe Mitzeitgenossen, ein brindzeitgenössischer Gruß. Et au fur et à mesure que viennent au premier rang de la scène les porteurs de drapeaux et du précieux message, au fond, sur les mâts, sont hissées les bannières aux couleurs du canton. C'est un petit pays que symbolise 13 étoiles. Une longue vallée entre des montagnes si hautes qu'on n'en voit pas toujours le sommet. Et d'autres vallées se greffent à ce tronc comme des branches. Elle porte pour fruit des villages de bois et des glaciers comme feuilles d'argent. C'est un petit pays qui vous salue, un petit peuple qui, par la voix de son gouvernement, vous offre la grappe de son travail et la gerbe de sa fidélité. Au nom du peuple valaisan, a dit le poète, car c'est sûrement un poète qui a fait cette merveilleuse déclaration. Mes chers auditeurs, nous vous remercions de votre attention et nous voulons espérer qu'à travers tous ces dialectes, à travers tout ce reflet de notre folklore national, vous aurez retrouvé mais combien divers et magnifique, l'esprit de la patrie. Comme vous venez de l'entendre, cette journée d'ouverture de l'exposition nationale 1939 à Zurich est l'occasion d'une débauche de moyens sans précédent pour la radio suisse romande, afin de faire vivre au plus près l'événement à ses auditeurs. Après l'inauguration, la radio réalise des reportages plus ciblés. Elle s'intéresse à différents aspects de l'exposition nationale. Elle va aussi simplement y chercher des atmosphères sonores, comme par exemple le son de la rivière enchantée. La rivière enchantée est l'attraction la plus populaire de l'exposition. Il s'agit d'un canal alimenté par des pompes qui traversent toute la rive gauche du site et peut être parcouru dans de petits canaux à 6 places. La traversée de cette rivière enchantée donne lieu à des photographies très appréciées, mais la radio doit proposer des images sonores. Elle va donc aller capter le bruit de l'eau, l'ambiance près de la machinerie et autour de la rampe de lancement des canaux. Nous sommes en coulisses, le journaliste donne des instructions à son technicien du son. Alors Joseph, on peut y aller. Tu prends une face là parce qu'on a le bruit du torrent qui pourra toujours nous servir. Et puis dedans il y aura des passages avec les bateaux, les canaux. Hein. Alors on peut y aller. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. On visite aussi bien sûr le studio radio de l'exposition, par le truchement du reporter Marcel Suez. Vous avez représenté une carte de la Suisse, là. Oui, c'est la carte avec le réseau radiophonique de la Suisse. En effet, nous voyons que chaque studio a été remarquablement représenté. Celui de Lausanne a, par la chanson vaudoise, de délicieuses vaudoises en costume avec une partition à la main sont en train de tourner. Puis vient de l'autre côté l'orchestre radio suisse romande avec trombone et enfin, même un harmonica et du yodel avec un chien devant un des joueurs de yodel. Cher maître, collègues, vous permettez que nous chantons maintenant une chanson sur la rivière enchantée. Ah, très volontiers. Oui. Composée par notre cher collègue Hans Haug. Ah. Oui. Chef d'orchestre à Zurich. Mais oui, à Zurich. Oui. En avant. Quer durch äußerst Land, die ländli geht der Schiffli Bach beim Bach, aus Zement sind seine Rändli. Ein Motor betrieb die Sach. Maintenant le Welsch. Wenn's statt Wasser fondant wäre oder Wein vom Genfer See, dann wär's, sagt der Welsch Confrère,
erst die Riviera chantée. Der Schiffleback, der Schiffleback, der Schiffleback, der Schiffleback. Hallo, hallo, Fotograf! Hallo, hallo, Fotograf! Der Schiffleback, der Schiffleback, der Schiffleback. Et ne quittons pas ce studio si accueillant sans entendre une chanson à la mode. Mais si vous voulez bien, pour vous rendre compte de ce qu'entend l'auditeur, passons du grand studio où chantent en ce moment les artistes de Radio Zurich dans une salle d'écoute, dans la régie. Vous entendez les artistes maintenant en direct. Transportons-nous plus loin, passons à travers la petite salle d'attente où vous entendez une sonorité déjà totalement différente et entrons à la régie. Dans la régie, vous allez entendre maintenant à l'appareil récepteur, au haut-parleur, ce que nous entendions tout à l'heure en direct. Du vergessen, drum sing ich ihm auch ein Lied. Lausanne, Lausanne, du schöne Stadt am See, wo die Mädchen spazieren in der Lande und am See. Quittons la régie du studio radio de l'exposition pour nous intéresser aux reportages réalisés sur les différents pavillons de l'exposition nationale. Il y en a beaucoup, et notamment ceux dévolus à la restauration, comme le Grotto Ticinese, le Bierhaus, une maison de la bière très populaire, ou encore le restaurant sans alcool. Sans oublier la Pinte valaisanne, dont l'architecte explique la provenance à Fernand-Louis Blanc. Ce chalet a été acheté à la Sage au-dessus des Odères. Nous l'avons trouvé après une journée atrocement pénible. Nous avons pataugé dans des mètres et des mètres de neige avant d'y parvenir. Il a été acheté à 3 propriétaires, ça n'a pas été sans peine, enfin le voici. Il a été démonté et les pièces ont été transportées à dos de mulet, l'une après l'autre jusqu'aux Odères. On est arrivé à les charger sur un camion qui naturellement a eu une forte panne avant d'arriver à Sion. Et là, je n'étais pas là, mais il a pris le train. On l'a vu débarquer un beau matin. Personne n'a compris de quoi il s'agissait, ce qu'on allait faire avec ces poutres noires qui étaient couvertes de fumier et de neige parce que c'était au gros de l'hiver. Et puis, on l'a vu monter, pièce par pièce. Il a été monté exactement tel qu'il était. Et maintenant, vous le voyez. Il n'a rien de changé. De l'architecture vernaculaire, passons maintenant au pavillon des institutions. Il représente bien sûr toutes les branches de l'économie, depuis le pavillon de l'électricité jusqu'au pavillon des PTT, à l'architecture moderne et lumineuse, en passant par le pavillon des sports en forme de S qui porte le nom de slalom. Et bien sûr, le pavillon du tourisme, qui est un secteur important pour la Suisse, comme l'explique M. Georges Clark, directeur de l'Hôtel Modèle à l'Exposition nationale, un hôtel fleuri et aéré tout confort avec sa véranda donnant sur le bord du lac. Avec 700 millions de chiffres d'affaires par an, le tourisme représente un élément indispensable de notre revenu et fortune nationale. C'est pourquoi, malgré les temps de crise, la Société suisse des hôteliers a tenu de figurer avec son hôtel et son restaurant modèle à l'exposition nationale suisse de Zurich de cette année. Nous voulons montrer à nos confédérés, à tous nos hôtes étrangers, que l'hôtellerie suisse est toujours à la hauteur de sa tâche et qu'elle est toujours leading in the world. Les reporters témoignent également des fêtes qui se donnent le soir dans les différents restaurants, cafés ou théâtres de l'exposition nationale de 1939. Là, malgré l'atmosphère internationale pesante, on prend le temps de chanter et de danser joyeusement. Pour l'amusement, ce sont les Genevois et les Romans qui ont été choisis. Direction le théâtre de la mode, le Modé Théâtre, avec son directeur, puis une danseuse, au micro de Jean-Louis Clerc. J'ai voulu savoir moi-même les raisons pour lesquelles on voulait absolument apporter à la direction de ce Modé Théâtre, au moins le bar, le dancing, des personnes de Genève ou de Suisse romande, et on a répondu qu'on voulait justement y apporter un petit peu cet esprit latin qui nous est cher.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'entrer dans ce théâtre de la mode et comment y êtes-vous entré? Étiez-vous mannequin? Non, j'étais secrétaire dans une étude d'avocat à Genève. J'avais envie d'aller en Suisse allemande, j'avais fait passablement de rythmique et je me suis présentée sans grand espoir. Et j'ai été acceptée. Mademoiselle, je vous félicite. Mais si vous dansez, si vous chantez aussi bien que vous dansez, est-ce que je pourrais vous demander de nous chanter quelque chose pour Radio Lausanne? Bien volontiers, mais je dois interrompre notre professeur qui donne justement une leçon en ce moment. Excuse de vous interrompre, mais le reporter de Radio Lausanne a fait les 200 chants. Chantez. Ah, chantez. Chantez, de notre direction de chantez, quand vous voyez les amours s'enlacer, passez vite surtout chantez, et quand vous allez rencontrer celui qui vous rencontre, faites de la gaieté pour être heureux, chantez. De la chanson guillerette et élégante du Maudet Théâtre, nous passons à une atmosphère de chant bien différente, en allant visiter l'un des autres lieux très populaires de l'exposition, la Pinte vaudoise. Vous aurez peut-être remarqué en prêtant l'oreille que le reporter Fernand-Louis Blanc ne se contente pas d'enregistrer les chanteurs, mais qu'il se laisse prendre par l'enthousiasme et participe lui-même à la chorale. Mais Fernand-Louis Blanc paye aussi de sa personne dans des reportages plus sérieux, comme dans cette montée en ballon captif. Il se place dans la nacelle avec son micro, le câble de ce dernier étant relié au sol à la voiture de reportage de Radio Lausanne, et va monter à une centaine de mètres de hauteur pour avoir une vue plongeante sur le site de l'exposition, les rives du lac et la ville de Zurich. On guide le câble en bas en donnant beaucoup de peine pour éviter tout accrochage. Les hommes s'en sont emparés, le fil se déroule bien normalement. Nous montons, nous nous élevons et maintenant nous jouissons du spectacle, du panorama dont vous pouvez vous douter puisque vous avez tous fait au moins une ascension, si ce n'est pas sur la tour Eiffel, du moins sur une cathédrale quelconque. On jouit toujours, comme vous le savez, d'une vue inhabituelle. Malheureusement aujourd'hui, le temps ne nous a pas beaucoup favorisé, c'est gris, très gris. La vue pourtant n'est pas mauvaise et aussi loin que nos regards peuvent porter, nous... Oh, c'est maintenant le moment psychologique. Un petit moment sensationnel. Qu'est-ce qu'il y a eu? Accrochage? Hein? Nous sommes en haut. Ben, je dois dire que je suis qu'à moitié rassuré en ce qui me concerne. Et vous, Servien, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi je ne suis pas très tranquille. Mon giratoire. C'est cette stratosphère pour famille. Oui, je dois dire que ça chavire un petit peu le cœur, cette nacelle qui est dans le vide, qui se ballotte comme ça au gré des vents. Et je ne voudrais pas rester trop longtemps là en haut. Heureusement qu'on a la promesse formelle que ça ne va pas durer. Tout au long de l'exposition de Zurich, la météo est bien souvent chagrine et la pluie est venue ternir certains défilés.
Mais ces journées de cortège, il y en a beaucoup à la Lundy, que ce soit la journée des costumes pour mettre en valeur le folklore populaire ou les différentes journées cantonales, quand les traditions de chaque canton s'exposent pour montrer la diversité du peuple suisse. Car le peuple est convié, se déplace et il est lui-même mis en scène, comme on peut l'entendre dans ces reportages de Fernand-Louis Blanc et d'un reporter de Radio Berne. Bonjour, voilà Montreux qui arrive, oui, oui. On les reconnaît, les Montreusiens. Ça nous manque le soleil de Montreux. Chantez. Ah non. Bonjour Guibard. Salut. C'est mal fait de voir défiler ces Montreusiennes en belles robes blanches, avec leurs beaux chapeaux et leurs rubans jaunes noués dans les cheveux et qui flottent sur l'épaule gauche. C'est mal fait qu'ils fassent un temps pareil. Nous voyons passer le Jura bernois, représenté tout d'abord par une série de jeunes pages habillés en rouge. Au bas, rouge et blanc, vous entendez que de nombreux applaudissements saluent leur passage. Des bouquets sortent du public, les demoiselles vont les ramasser. Elles ont d'ailleurs un charmant costume qui se compose des trois couleurs rouge, blanc et bleu, qui manifestent sans doute leur attachement à leur langue maternelle. Nous voyons passer en ce moment la joie dont le vieux drapeau est porté par un brave monsieur en redingote et tube gris. Attention, enregistrement. En ce moment, nous voyons défiler les costumes fribourgeois. En troisième partie du cortège, vous entendez claquer le fouet des pattes de la gruyère. Comme vous le savez, cette coutume consiste en un grand remuement de cloche que l'on fait à l'occasion de la première nuit de noces. Et maintenant, voici très réellement Monsieur l'abbé Beauvais qui va dire quelques mots pour ses amis romans. Et qui les salue de tout son cœur du milieu de la rue en chantant 2 strophes du vieux chalet avec ses amis. Monsieur l'abbé Beauvais, vous portez à la main de fort jolies fleurs. Voulez-vous nous dire qui vous les a offertes? Ce sont les plus jolies filles de Zurich. Les plus jolies filles de Zurich. Vous voyez que monsieur l'abbé Beauvais ne déteste pas la plaisanterie. Pas du tout, surtout quand elle vient de lèvres aussi enthousiastes et aussi aimées. Avez-vous été très applaudis les gruériens au passage? C'est pas à moi à vous le dire. Mais la Lundy 1939 ne présente pas la Suisse uniquement sous l'angle de la tradition. Il s'agit aussi de montrer qu'elle est à la pointe de la modernité. On y montre par exemple des applications du gaz en plein essor dans les aménagements domestiques et les activités ménagères, comme en témoigne ce reportage de la journaliste Simone Auert. Et qu'est-ce que je vois? Mais c'est un monsieur qui repasse? Parfaitement, madame. Et si vous pouvez constater, les appareils sont très simples à manier, excessivement pratique, et c'est aussi un mode de repassage très peu coûteux. Ah, mais c'est curieux, ces fer à repasser qui n'ont ni tuyau, ni cordon. On les pose simplement sur le réchaud. Simplement. Oh, mais c'était pas ça, mais ça doit être très pratique et pas coûteux du tout. Et maintenant, nous allons arriver au chauffage à gaz. Ce sont tout simplement des radiateurs à gaz, n'est-ce pas? C'est le chauffage à gaz. C'est une application du gaz. C'est un mode de chauffage très intéressant et tout spécialement pour le chauffage intermittent, soit pour les bureaux, les magasins et aussi depuis un certain temps une nouvelle application pour le chauffage des grands locaux. Ah, très bien. Oui, salle de réunion et autres. Oui, je pense. La modernité se retrouve aussi au niveau de l'architecture, avec l'apparition du béton, une nouvelle matière de construction en pleine expansion. Nous visitons, toujours en compagnie de Simone Auert, une habitation d'avenir, la maison en béton, conçue par l'architecte Monsieur Alter. Et nous entrons alors, parce que il faut que je vous dise, chers auditrices, que tout ceci est petit, mais extrêmement bien compris. Et nous voici dans la chambre, vous appelez ça comment? C'est la dîle. Ah, la dîle. Tiens, la petite à la manger. La petite à la manger, je comprends. Alors dans cette chambre, il y a des révélations. Tout d'abord, il y a une fenêtre extraordinaire. Est-ce que je peux vous demander d'ouvrir la fenêtre pour que je puisse expliquer à mes auditrices ce qui se passe? Cette fenêtre, au lieu, en s'ouvrant, de remplir la pièce de ses battants, elle s'engouffre tout simplement dans le dossier qui est derrière le banc. Et voilà, on ouvre la fenêtre. 1, 2, 3. On ne la voit plus.
et s'est engouffré. Il disparaît tout à fait, et on a une grande baie qui est largement ouverte pour le soleil. Merci beaucoup. Si la maison de béton est la plus moderne au niveau architectural, comme on l'a entendu dans ce reportage, la plus grande modernité, carrément futuriste, de l'exposition nationale, c'est le robot. Dans une des baraques d'attractions de foire présentes à la Lundy, on peut en effet voir le robot conçu par M. Auguste Huber, un industriel du textile passionné de mécanique. Son robot est un colosse de métal humanoïde de plus de 2 mètres de haut qui utilise les possibilités de la science de l'époque, à savoir l'électrotechnique, la mécanique et les ondes courtes. Allons à sa rencontre avec le reportage de Fernand-Louis Blanc et Jean Servien qui continuent à sillonner l'expo, micro en main. Ces robots sont des êtres mécaniques d'une proportion gigantesque. Celui que j'ai en face de moi maintenant mesure près de 2 mètres de haut. Il est d'une stature colossale, en aluminium. Ses bras sont immenses, ses mains mesurent 30 cm, ses pieds ont environ 1 demi-mètre. Il est là en face de moi. Ses yeux verts ont une lueur glauque, verte, qui reluit étrangement dans la salle. Les gens se serrent de peur. Il marche vers moi, c'est assez extraordinaire. Vous savez, je suis dans un coin de la salle, je ne suis pas tranquille, mesdames et messieurs. Je dois dire que je suis assez sensible au phénomène de la science, et ce phénomène-là suffit à me faire grande impression. La musique s'est tue. Il parle en Hortutsch. Ou en Schweizerdeutsch, je ne sais pas. C'est plutôt du Schweizerdeutsch, oui. Oui. Il a été naturellement adressé à parler dans la langue des gens qui doivent l'écouter le plus communément et le plus souvent ici. Ah, je comprends. En ce moment, le robot lève la main. Son inventeur lui demande du feu, et il lui tend du feu. Il a un briquet allumé dans sa main de 30 cm. Voilà, le feu est donné. Et maintenant, c'était avec la main droite qu'il avait donné du feu. Maintenant, on lui commande de faire quelque chose avec la main gauche. Et en effet, il soulève son gigantesque bras, composé de 2 pièces, l'arrière-bras et l'avant-bras, plus cette grande main de 30 cm dont on vous parle. Il l'élève à la même hauteur et on introduit entre son index et son médium une cigarette. Notre robot va se mettre à fumer. Voilà, on le commande maintenant d'avancer. Et voici le robot qui vient directement à notre rencontre en avançant à tour de rôle, le pied droit, le pied gauche, exactement comme une personne humaine. Il n'y a pas d'articulation, c'était par un dispositif de roulette. Est-ce que je peux commander quelque chose, moi? Also, bitte, mein Herr Robo, wenn Sie ein bisschen zurückziehen. Jawohl, ich will gerade den hintersten Gang rein tun. Vous voyez que le robot auquel je commande, et nous sommes tout à fait distants de la coulisse, tout ça se commande uniquement et exclusivement, voilà qui est en marche en arrière, par la voix. Eh bien, en conclusion de tout ce que mon collègue Fernand-Louis Blanc vient de vous décrire avec tant de précision, et avec des allusions si savantes, je pourrais vous dire, et je pourrais donner un conseil à tous ceux qui souffrent de solitude, celle de se payer un robot, et à tous les époux qui souffrent d'une bonne qui casse les assiettes, celle de s'en payer un également. Au geste et à l'œil, il obéirait, il ne casserait rien, il balayerait, il remplirait tous les murs détails du ménage, et il fumerait même, il tiendrait compagnie. C'est assurément un instrument peut-être très coûteux, mais très agréable, et d'une fantaisie assez extraordinaire. Et je pense que vous avez remarqué qu'il peut même faire de l'œil. Ah, alors ça, mesdames et messieurs, faites garde, prenez bien garde à ceci. Cela pourrait vous attraper, vous attirer bien des désagréments. Enfin, tel quel, ce robot nous a fait très grande impression, et je dois dire que nous n'avons pas toujours l'occasion de voir des instruments d'une mécanique si perfectionnée. À côté des étonnements technologiques, à l'été 1939, même à l'exposition nationale où l'on chante, s'ébahit et où l'on s'émeut, on sent aussi que la guerre se rapproche. Cette suite populaire pour récitants et chœurs composée à l'occasion de la Lundy par Carlo Boller reflète bien les préoccupations martiales de l'époque. Quand le danger se tient à la porte et qu'il grimace autour de nos frontières, la paix, don inestimable de Dieu, sera-t-elle encore longtemps notre partage? Et que nous annonce aujourd'hui ce roulement de tambour.
Le danger est imminent. Et c'est ce que rappelle Henri Guisan, pas encore général, venu en visite au pavillon de l'armée à l'Exposition nationale en août 1939. Vous avez vu ou verrez notre matériel au pavillon de l'armée. Ce que vous ne verrez pas, mais discernerez, c'est le moral de cette armée. Je pourrais vous en citer nombre d'exemples, tous plus émouvants les uns que les autres. Vous le verrez, le pavillon de l'armée a été placé sous la triple devise. La Suisse veut, peut et doit se défendre. Elle le veut, parce qu'elle tient à conserver tout ce que son histoire lui a donné, c'est-à-dire, en résumé, une terre de liberté et d'honneur. Elle le veut parce qu'elle est aussi une terre d'équilibre, où il n'y a point de racisme. Soyez certains que, contrairement à ce qu'a prétendu certaines presses voisines, nous savons garder nos nerfs solides et une fermeté inébranlable, sans chercher le protectorat de qui que ce soit. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939, entraîne la fermeture de l'exposition pendant quelques jours. La radio doit alors cesser ses reportages sur place, mais elle peut toujours diffuser de la musique, comme ce morceau de Hagbrecht, petite cithare traditionnelle suisse, enregistré à la Landi avant l'interruption. De nombreux soldats viennent visiter l'exposition, comme ce militaire mécontent de l'accueil. J'ai eu énormément de peine à entrer. Je venais de passer au cantonnement une nuit de garde. J'étais un peu fatigué, un peu de mauvaise humeur, et j'ai été surpris de voir qu'une foule assez intense, assez dense, avait beaucoup de peine à pénétrer dans l'exposition parce qu'on ne laissait qu'une issue ouverte. Et comme tout bon neuchâtelois, je rouspétais contre cette manière de retenir le public. Cette manière de retenir le public était due à la volonté de compter les visiteurs le plus précisément possible, car on approchait ce jour-là du 8 millionième visiteur. Et ce fut ce militaire qui eut cet honneur. Sur l'ensemble de son exploitation, du 6 mai jusqu'au 29 octobre, l'exposition nationale de Zurich a attiré 10 millions de visiteurs. Un chiffre énorme, bien plus élevé qu'attendu, qu'il faut mettre en perspective avec la population suisse de l'époque, 4 millions. Cela signifie qu'il y a eu des visiteurs de l'étranger, mais aussi que de nombreux Suisses sont venus plusieurs fois à la Landi. L'engouement populaire est tel que certains visiteurs viennent aussi pour y faire des rencontres, comme ce Suisse installé en Italie, interviewé par Fernand-Louis Blanc. Vous êtes de quelle région de la Suisse? Je suis d'Argovie. Vous êtes argovien? Argovien. Est-ce que vous revenez souvent en Suisse? Bon, je viens toutes les années. Toutes les années? Oui, mais oui. Vous avez de la famille? Non, malheureusement, madame est morte il y a 2 ans. Vous êtes veuf? Oui, je suis veuf. Je suis bien portant. Oui. Et je voudrais de nouveau me remarier. Oh, alors c'est le moyen bien choisi que de dire ça devant le microphone. Ça va vous faire de la réclame. J'ai pas l'occasion. Ah, vous la trouverez certainement à l'exposition. J'espère. Hein? Nous le souhaitons beaucoup pour vous. Je vous remercie, M. Schmidli, et je souhaite bonne prospérité à votre maison de Rome. Au revoir. Au revoir, M. Schmidli. À la clôture de l'exposition, le 29 octobre 1939, la radio suisse romande est à nouveau présente par l'intermédiaire de Marcel Suez, qui parle en tant que reporter, mais traduit aussi certains discours officiels tenus en allemand. Vivons avec son reportage cette journée de clôture. Les jours, les semaines, les mois ont passé.
Aujourd'hui, c'est journée de clôture. Vous dire ce que fut pour le peuple suisse son exposition nationale est presque indescriptible. Cependant, il convenait que Radio Suisse Romande se transporta sur place et vous en donna le reflet. Voulez-vous une dernière fois avec nous, vous tous auditeurs, qui êtes venus durant ces mois à Zurich, qui avez appris à mieux aimer, à mieux comprendre votre pays, voulez-vous avec nous faire un dernier tour à l'exposition, entendre une dernière fois la voix de ceux qui l'ont menée au succès? Messieurs les conseillers fédéraux, mesdames et messieurs, ce qui est visible et passager de notre exposition nationale va bientôt appartenir au passé. Le temps inexorable s'est écoulé bien vite et pendant le dernier tiers de son existence, l'image pacifique de l'exposition a été éclairée par le reflet d'un horizon de feu. Les mêmes nuages menaçants qui avaient déjà assombri l'exposition de Berne en 1914 ont couvert pendant ces derniers mois la grande manifestation de 1939. Les temps sont trop sérieux pour nous permettre d'étincelantes fêtes de clôture. Ils nous incitent à la réflexion et au recueillement. C'est pourquoi nous voulons clore l'exposition nationale sans manifestations grandioses ni fastes inutiles. Vous l'avez deviné? Vous l'entendez? C'est la prise du drapeau. C'est l'amener de tous les étendards cantonaux qui flottent à ces 22 mâts depuis le 6 mai. Et voici que descendent successivement les étendards des cantons primitifs, puis les autres, et quand tous ont été amenés dans un silence émouvant, le plus grand d'entre eux qui flotte au dernier mât, le drapeau suisse descend. La foule alors se recueille, prend les chapeaux et retentit notre hymne national qui monte comme un hymne à la reconnaissance. Et quand il aura pris fin, dans toute la ville, à chaque clocher, ce seront les sonneries, le dernier appel, ce sera la fin de l'exposition nationale 1939. Les discours qui clôturent la Landi évoquent donc des temps trop sérieux pour permettre d'étincelantes fêtes de clôture, mais aussi, par la voix de son directeur, Armin Meili, le souhait que la réussite de cette exposition nationale de 1939 puisse insuffler à la Suisse force et confiance pendant cette période sombre de l'histoire. Puisse le souvenir de l'exposition nationale nous aider à supporter les épreuves de notre temps et de l'avenir. Aucun coup de poing de l'étranger ne nous fera trembler. Aucun chant de sirène ne pourra nous attirer. Que l'esprit de l'exposition nationale aiguise notre sens critique et forge nos cœurs. Cette Landi de Zurich 1939 fut la 4e exposition nationale. La première, en 1883, a également eu lieu à Zurich. La deuxième s'est déroulée à Genève en 1896 et la troisième en 1914 à Berne. Pour ces précédentes éditions, il n'existe aucune archive sonore.
Les expositions nationales de 1914 et de 1939 se tiennent alors que la Première puis la Seconde Guerre mondiale éclatent. C'est pourquoi, lors de l'Expo 1964 à Lausanne, certains esprits inquiets ou superstitieux redoutent une troisième guerre mondiale. L'exposition nationale de 1964 fera l'objet d'un prochain épisode de 1001 Archives. Ainsi se termine Exposition nationale suisse, lundi 1939, un voyage sonore. Un épisode écrit par Alain Freudiger, réalisé par Samuel Morier-Genoux, produit par Pauline Vrolix, avec la voix de Sophie Richard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour n'en rater aucun, abonnez-vous sur l'application Play RTS, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute habituelle. Et retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de cet épisode sur notre site internet rts.ch/archives au pluriel.